Thierry Breton est donc l'invité du 6-9 ce matin, ancien ministre, ancien commissaire européen. Monsieur Breton, Moody's ne dégrade pas la note française, mais donne une perspective défavorable. C'est le nerf de notre guerre en ce moment, elle est budgétaire. L'Assemblée nationale est d'ailleurs penchée sur le dossier, tout comme le gouvernement. Que vaut, entre nous franchement, la signature de la France aujourd'hui, selon vous ? La signature de la France est toujours très élevée, parce que c'est la note de Moody's est A2, c'est-à-dire une note élevée. Mais ce qui est important, évidemment, c'est de voir les perspectives. Les marchés, c'est ce qu'ils regardent. Ils ne regardent pas la note stricto sensu, les marchés regardent toujours les trajectoires. Comme on dit, les marchés anticipent, ou cherchent à anticiper. Donc l'anticipation, effectivement, d'une dégradation potentielle, on verra bien. Mais c'est le signal du reste qui a été envoyé par Moody's, qui est des trois agences, celle qui est toujours la plus prudente, on va dire, la plus en retrait. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils reprendront d'autres décisions. Des décisions sont attendues du reste S&P dans quelques jours, vous le savez, Standard & Poor's. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça ? Ça veut dire effectivement, c'est l'indicateur qu'il faut regarder, ce sont les spreads, c'est-à-dire les différences donc de taux d'emprunt. Donc pour les différents États européens sur le marché, eh bien ces spreads ont explosé par rapport à l'Allemagne, plus de 80 points de base. Ces spreads maintenant font que la France s'endette plus cher que l'Espagne, que le Portugal. On est pratiquement à égalité avec la Grèce. Et ça veut dire évidemment pour nous, c'est du reste ce qui est, j'espère, devrait être discuté dans les discussions budgétaires qui ont lieu à l'Assemblée, ça veut dire qu'on va avoisiner à l'horizon 2026-2027 les 100 milliards donc de dépenses donc pour pouvoir financer tout simplement l'héritage du passé. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement préoccupant. On est à la hauteur là, avec le budget. Vous savez, souvent on cherche une période de grâce dans les finances publiques. Je ne dis pas parce que vous êtes là, mais le tandem Breton-Copé 2005-6-7 est le seul qui, à ma connaissance, au cours des 40 dernières années, a respecté les critères de Maastricht. Donc c'est à vous que je pose la question. Est-ce qu'on est à la hauteur là ? Est-ce qu'il ne faut pas faire beaucoup plus ? Vous faites référence à cette période. Je l'avais annoncé dès le premier jour où j'étais arrivé à Bercy. J'avais dit le rôle d'un ministre des Finances, évidemment, dans son département ministériel, de faire respecter les traités. En ce qui me concerne, c'était le traité de Maastricht. On était à 67% d'endettement à l'époque. Et donc on a pris les décisions, avec Jean-François Copé, de mettre en route 1000 chantiers pour pouvoir revenir dans les critères. Du reste, lorsque nous sommes partis, vous l'avez rappelé, on était autour de 62-63%, on avait baissé de 4 points de PIB la dette, et on était revenu dans l'excédent primaire. Mais comment on a fait Eh bien, on avait fait de la pédagogie. Vous vous souvenez que j'avais demandé à l'époque à Michel Pébreau donc de faire un rapport, et qu'il avait réuni autour de lui, c'était mon souhait, donc toutes les forces vives de la nation, les forces politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, les forces syndicalistes, les ONG, les entreprises, les start-up. On avait fait une très large commission qui avait donc expliqué, d'abord travaillé, puis expliqué ensuite aux Français pourquoi il était absolument primordial de se désendetter. Michel Pébreau avait fait un tour de France. Eh bien, il faut faire de la pédagogie en même temps. Et on voit bien dans les débats qui se tiennent aujourd'hui que finalement, et là c'est quand même absolument surréaliste, la France donne le sentiment, et peut-être une certaine partie de la classe politique, je ne dis pas toute la classe politique, mais une certaine partie de sa classe politique, de vivre dans une bulle. Enfin quoi ? On nous dit à juste titre qu'on va être obligé de dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a pas de majorité pour que, précisément, la majorité issue du peuple, donc souverain, à l'Assemblée nationale, prenne la mesure des défis qui sont les nôtres en matière de dérive des finances publiques qui sont devenues intolérables. C'est la raison qui a été, peut-être à juste titre, je ne sais pas, l'histoire le dira, évoquée pour justifier la dissolution. Pendant la campagne des législatives, mais les bras m'en sont tombés. Tout parti confondu, par parenthèse, je dis bien tout parti confondu, y compris ce gouvernement aujourd'hui, sont venus avec des idées supplémentaires de dépenses. Au lieu de dire, mais voilà comment il faut maintenant qu'on dépense moins par rapport à ce que l'on gagne. Alors, qu'il faille réduire la voilure, ça c'est une réalité. Oui. J'ai une autre question, si on prend le problème à l'envers. Est-ce que les critères maastrichtiens, ils sont toujours les bons ? Est-ce qu'ils sont toujours adapté. Mais on a vu que la Cour constitutionnelle en Allemagne, à Karlsruhe, a mis un coup de bambou sur la tête du gouvernement en disant attention, vous allez revenir dans les clous, mais on voit que beaucoup de pays du sud de l'Europe ont du mal à s'y mettre. Est-ce que 3%, ça doit être la règle aujourd'hui ? Je suis pas d'accord avec vous, tous les pays s'y sont mis. On est les seuls maintenant le plus à nous y mettre, c'est faux. On a discuté pendant des mois, et même des années, donc de la révision des critères du pacte de stabilité et de croissance. Ça a pris des années. Ça a été voté à l'unanimité, enfin, il y a quelques mois. Donc ce travail a été fait. Il y a maintenant la possibilité qui est donnée, soit en 3 ans, soit
en 7 ans, de revenir sur les critères. Et pourquoi on dit ces critères, monsieur Boursier ? Parce que quand on dit 3% de déficit, vous savez combien ça fait 3% de déficit, on a l'impression de dire 3% c'est rien. 3% de déficit, ça veut dire qu'on dépense 100 milliards de plus que ce qu'on gagne. C'est-à-dire que c'est 100 milliards de plus dans la dette. Donc on voit bien que même à 3%, ça ne va pas. Parce que si on fait 3% de déficit, on continuera, encore une fois, d'augmenter tous les ans la dette de 100 milliards. Donc qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, une bonne fois pour toutes ? C'est comment on en est arrivé là ? Et on en est arrivé là parce qu'on nous a fait croire, et je le dis de façon très simple, peut-être un peu caricaturale, mais tout démarre, et je l'ai dit, je l'ai écrit, tout démarre avec François Mitterrand, qui trouve un endettement de 20% lorsqu'il arrive au pouvoir. Lorsqu'il le quitte 14 ans plus tard, c'est à 53%. Il découvre la dette, l'endettement, comme nouvel instrument pour nous faire croire qu'on avait trouvé un nouveau modèle. La troisième voie, vous vous souvenez, on disait la troisième voie. Travailler moins, gagner plus, avoir une vie meilleure. C'est ce qu'on a fait, et c'est un acquis. Mais à quel prix ? Eh bien, au prix de l'endettement. Voilà. Donc il faut maintenant reposer les choses sur la table et dire, au fond, c'est très important évidemment, notre modèle social est absolument primordial. Comment on fait pour se le payer ? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que notre système ne fonctionne plus dans le monde actuel. Mais voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec la répartition qui est faite par Michel Barnier, c'est-à-dire 1 tiers d'impôts et 2 tiers réduction de la dépense publique pour trouver les fameux 60 milliards ? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'augmentation des impôts ? Michel Barnier, il intervient, je m'interrogeais, je dis c'est en pompier là dans cette affaire. Il intervient et 15 jours après, il faut qu'il fasse un budget qui du reste est hérité des mesures qui avaient été prises. Il faut pas être dupe par les équipes précédentes. Donc ce sont des mesures, encore une fois, des mesures de circonstance. Et sur ce les ne sont impôts, pas des mesures de fond, on le sait. Donc, en fond, il se dit que pour faire passer alors on ne sait pas si c'est 40 milliards, certains disent que c'est 30 milliards de dépenses, enfin on se rend compte que c'est peut-être pas complètement de la dépense structurelle du reste. Donc, il faut aussi donner un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est un tout petit peu du en même temps, il faut dire les choses comme elles sont pour que politiquement, pardon cette expression, la pilule puisse passer. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Et ça veut dire que dans le paysage politique que vous avez vous-même décrit avec justesse, c'est-à-dire il n'y avait pas de majorité très nette qui se dessinait, il est donc impossible de réformer de façon structurelle. Mais pour le faire, vous faisiez référence tout à l'heure au travail qu'on avait fait avec Jean-François Copé. Eh bien, on s'était donné 2 ans et demi. En 2 ans et demi, 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. Oui, mais ceux-là ne savent pas s'ils seront là dans 2 semaines. Oui, mais d'accord, mais ça c'est la politique. Et c'est d'une façon générale, aucun homme politique, je suis bien placé pour le savoir, aucun homme politique n'est là éternellement. Et quand on accepte ses fonctions, on ne vous force pas. Il faut accepter d'être révocable ad nutum. Donc il faut à la fois incarner un peu l'éternité, mais il faut aussi savoir qu'on peut partir du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Michel Barnier, devant lui ? Il a donc structurellement 2 ans et demi devant lui. Eh bien, moi je pense sincèrement qu'il faut inscrire du reste son action dans les 2 ans et demi qui sont devant lui. On peut faire énormément de choses. Alors j'ai vu qu'il voulait maintenant venir vers nous avec un plan à 5 ans. Mais pourquoi 5 ans ? Tout simplement parce que la France est obligée de revenir dans un plan à 5 ans, d'ici fin octobre, parce que, hélas, nous sommes sous procédure de déficit excessif, et que l'obligation désormais qu'a signé la France, et qui ont signé tous les États membres à l'unanimité, c'est de revenir sur un plan de retour, non pas à l'équilibre, mais aux 100 milliards de déficit, c'est-à-dire à 3% en 2029. Il faut que ce plan soit crédible. Donc Michel Barnier a l'obligation de revenir vers un plan crédible sur les 5 ans qui viennent. Et nous allons revenir dans un instant direct. J'ai hâte de vous entendre sur Doliprane. Il y a eu des brayages. On reprend la grève à Lisieux aujourd'hui. Vous savez que Sanofi a vendu sa filière fabrication de Doliprane à des Américains. Et puis un de vos meilleurs amis, Elon Musk, est en campagne pour Donald Trump. Je dis dans un sourire, vous en souriez aussi. Vous avez quelques jolies passes d'armes avec lui. On dirait ce que vous en pensez. À tout de suite. Thierry Breton, notre invité ce matin dans le 6-9. Monsieur Breton, alors on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais la grève devrait reprendre sur un des 2 sites de fabrication du Doliprane aujourd'hui, c'est à Lisieux, ce dont je parle. Doliprane a été vendu, la filière de Sanofi qui fabrique le Doliprane, vendue à un fonds d'investissement américain. Est-ce que c'est une perte de souveraineté ? Vous qui vous battez pour la souveraineté et la compétitivité européenne, est-ce que c'est grave ce qui s'est passé ? Je me suis battu, notamment sur les aspects de santé, parce que vous savez qu'on m'avait confié la responsabilité d'augmenter les capacités de production industrielle de nos vaccins, et notamment de vaccins à ARN messager. Personne ne savait en faire dans le monde. C'était une première mondiale. Et on est devenu en quelques mois le premier fournisseur mondial et fabricant mondial de vaccins à ARN messager. Et on sait que c'est comme ça qu'on a réussi à éradiquer du reste la crise du Covid, non seulement pour nous, mais pour 122 pays qui ont bénéficié des vaccins fabriqués en Europe. Alors il faut faire la part des choses. Puis alors bien sûr, je comprends l'émotion, et je comprends notamment l'émotion des salariés. J'ai cru comprendre que des
précaution avait été prise lors de la vente, non pas de la totalité, mais de 50% donc du capital de Doliprane, pour préserver, là, on est dans une logique industrielle, c'est-à-dire préserver l'outil industriel, préserver l'emploi. Mais enfin, de quoi il s'agit? Pardon, je veux vraiment critiquer personne, mais il s'agit de Doliprane. Il ne s'agit pas de vaccin à ARN messager, il ne s'agit pas non plus de substances actives pour faire des antibiotiques. Le Doliprane... Oui, c'est le produit que tous les Français connaissent. Oui, mais c'est très symbolique. On a de multiples substitutions. Non, mais vous me parlez en termes de souveraineté. Je dis non. Et de façon très claire, ce matin, à votre micro, c'est pas parce qu'on vend 50% du Doliprane à une entreprise, qui est du reste une entreprise non française, mais par parenthèse, est-ce que Sanofi, qui a son siège en France, oui, est-ce que ses actionnaires sont français? Je vous laisse regarder tout de suite. Vous allez regarder, là je fais de la publicité sur Boursorama. Vous allez regarder, vous verrez que Sanofi n'est pas non plus, selon les mêmes critères, une entreprise française. Mais je ferme la parenthèse. Mais est-ce que, au fond, c'est absolument stratégique? Ça, je réponds très clairement, non. On a évidemment de multiples substitutions. Donc ce n'est pas stratégique et ça ne crée pas de précédent, Monsieur Breton? Même si on voulait délocaliser l'intégralité, il n'y a aucun risque, encore une fois, pour la souveraineté européenne. En revanche, sur des sujets beaucoup plus stratégiques, et j'ai parlé notamment des substances actives, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus qu'en Autriche qu'on fabriquait des substances actives d'antibiotiques. Là, oui, il faut réindustrialiser, parce qu'effectivement, on n'a pas la disponibilité. Alors pour le reste, lorsque effectivement ces cas se produisent, ce qui est très important, parce que je rappelle quand même que Sanofi a bénéficié d'aides très significatives pendant cette période, de discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait de ces aides? C'est pas inutile, du reste, de se poser la question globalement de tous ceux qui en ont bénéficié, comment ils les ont utilisés. Et puis, par parenthèse, et en parallèle, voir aussi que les engagements qui vont être pris pour l'emploi, pour l'activité industrielle, et ça, on en revient peut-être à ce qui se passe aux États-Unis, c'est très important, mais c'est très important non pas pour de la souveraineté, mais pour de l'activité industrielle, donc ne mélangeons pas tout. Oui, c'est très important pour l'activité industrielle que le gouvernement prenne des mesures pour s'assurer que la production continue, non pas pour des raisons de souveraineté, mais pour des raisons d'emploi. Pour rappeler les choses, M. Breton, pour les gens qui nous regardent, il y a des amendes, plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros potentiels pour Sanofi en cas de destruction d'emplois et de perte d'investissement, et 100 000 euros par emploi détruit. Voilà les engagements qui sont pris, limités dans le temps, il faut le préciser. Oui, mais derrière, il y a aussi le fait, vous savez, quand on est chef d'entreprise, et je l'ai été, on n'est pas là non plus pour, on est là aussi pour être un bon citoyen. Et donc, je n'ai aucun doute, du reste, le président s'est exprimé, le directeur général, qu'ils seront des bons citoyens européens. Et je pense sincèrement, pour moi, je le dis sincèrement, à partir du moment où on sécurise effectivement l'emploi et l'activité industrielle, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Les économistes disent on n'est jamais tout à fait indépendant, mais on peut choisir ses dépendances. Quelles sont celles qu'il ne faut pas choisir? Quels sont les sujets pour vous, en 2 mots, dans lesquels il n'y a pas de compromis possible? Non mais j'en ai parlé, il y a des problèmes, notamment, là vraiment, je pense que sur les substances actives, il faut être très attentif. Mais sortons de la pharmacie. Mais je pensais que vous m'interrogiez sur la pharmacie. C'est quoi? C'est l'alimentation, l'énergie, la défense? Non mais il y a des sujets, on voit bien que dépendre des autres, c'est dangereux. Vous interrogez celui qui s'est battu bec et ongle pour que l'on puisse réindustrialiser la France en semi-conducteurs. Et l'Europe en semi-conducteurs. Et j'ai porté, vous le savez, à bout de bras le European Chip Act, qui nous a permis précisément de réindustrialiser l'Europe pour éviter que l'on soit en dépendance massive de quoi? De 2 pays, il faut dire les choses comme elles sont. La Corée du Sud et Taïwan, et essentiellement ensuite pour les semi-conducteurs moins puissants, la Chine. Et aujourd'hui, si jamais on ne garde pas cette souveraineté, et je me suis battu de toutes mes forces pour ça, ça a été l'un des succès que nous avons pu obtenir au cours de la dernière présidence de la Commission, pour qu'on puisse réindustrialiser. Les Américains ont fait la même chose avec le US Chip Act, parce que c'est un élément absolument stratégique. Il y en a partout, hein. Il n'y a pas d'industrie, il y a pas de défense, il y en a dans l'industrie. Et aujourd'hui, il faut le dire, si jamais on ne bougeait pas, et on risquait effectivement un déclassement, voire une perte de souveraineté. Pour moi, alors justement, les États-Unis. Plus important. Nous sommes à 8 jours aujourd'hui de l'élection présidentielle. Donald Trump et Kamala Harris poursuivent leur campagne, et Donald Trump peut compter désormais sur tous les moyens, quasiment, d'Elon Musk. Alors je disais dans un sourire avant la pub, votre meilleur ami, puisque vous avez eu quelques jolies passes d'armes avec lui sur les sujets du numérique lorsque vous étiez commissaire européen. Est-il selon vous dangereux que cet homme aussi puissant, avec les moyens dont il dispose, les mette à disposition de Donald Trump?
Encore une fois, d'abord, j'ai eu des discussions, c'était normal, j'étais le régulateur, elle a parfait, j'étais le régulateur, et donc j'avais des discussions, c'était tout à fait normal, donc, avec l'ensemble des plateformes qui étaient régulées, et évidemment, X en faisait partie, c'était public à l'époque, ça l'est donc encore aujourd'hui, nous avons même ouvert des enquêtes, donc, pour manquement, notamment des outils de régulation, des lois de régulation, notamment le DSA, auxquelles ces grandes plateformes doivent se conforter en Europe. Alors maintenant, sur la campagne, c'est vrai qu'on a tous été, alors au-delà de la mobilisation, on peut s'interroger d'abord. Moi, je te rappelle, j'étais chef d'entreprise, on peut s'interroger sur le patron d'entreprise coté. Donc je rappelle qu'un patron d'entreprise coté, il ne possède pas l'entreprise. Il a aussi des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'actionnaires. Donc c'est pas comme s'il possédait l'intégralité de l'entreprise. Donc on peut toujours s'interroger sur des prises de position politiques aussi fermes, fortes, que celle qui est prise, me semble-t-il, par Elon Musk. Surtout quand Donald Trump lui prend un poste dans son administration. Et donc on peut s'interroger. Mais ça, je ne veux pas aller plus loin. Je ne pense pas que ceci serait possible en Europe. Et je pense que c'est pas plus mal. Parce que derrière, c'est la démocratie dont il s'agit. Et que lorsqu'on l'on voit effectivement que, j'ai cru voir qu'il y avait une espèce de loterie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. $1 million par jour, il a. J'ai cru comprendre également, voilà, c'est vrai qu'à un moment où on est extrêmement attentif sur la façon de respecter les règles d'état de droit, en tout cas nous en Europe, et nos amis américains ont un système qui n'est pas très éloigné du nôtre, Dieu soit loué, on peut s'interroger effectivement sur la qualification de ce geste. J'ai l'impression du reste que certains juges fédéraux se sont déjà interrogés. Est-ce que cet attelage est dangereux pour la démocratie, Monsieur Breton ? Non, mais ça c'est un autre sujet. Je ne dirai jamais cela, parce que c'est les électeurs américains qui vont décider. En revanche, ce qui est clair, c'est que pour nous, Européens, nous avons mis des règles maintenant extrêmement strictes. Je vois du reste qu'un certain nombre maintenant de plateformes, maintenant que j'ai quitté la commission, sont en train d'essayer de revenir. Ah ben formidable, ouf, Thierry Breton est parti, on va pouvoir peut-être refaire ce que l'on veut en Europe. Eh bien, je suis sûr que ce ne sera pas le cas, parce que les équipes que j'ai mises en place sont de très grande qualité et qu'elles vont veiller à ce que la loi soit respectée. Un dernier mot. Monsieur Breton, vous avez cette phrase forte, vous dites pourquoi est-ce que les Européens acceptent d'être dépendants de quelques milliers d'électeurs en Pennsylvanie tous les 4 ans. Pourquoi, à une semaine de cette élection, les Européens ne se sont-ils pas justement donné les moyens d'une autonomie par rapport à l'impact colossal que le résultat de cette élection peut avoir sur leur vie ? Est-ce que c'est par paresse, par déni, par aveuglement ? C'est une question fondamentale que vous posez là. Elle est fondamentale et elle a instruit tous les jours mon mandat au cours des 5 dernières années en tant que commissaire européen en charge d'un très large portefeuille, notamment qui concernait la souveraineté. C'est une question fondamentale et je voudrais peut-être la résumer. D'abord, je tiens à le dire, l'ensemble des institutions européennes, je n'en désigne aucune, me semble-t-il, ne sont pas encore préparées, ou en tout cas assez préparées, à ce qui va se passer le 5 novembre. Et qu'est-ce qui va se passer le 5 novembre ? On a 3 cas de figure. On en présente souvent 2. Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est évidemment une élection de Donald Trump. Eh bien, je pense sincèrement que l'ensemble de nos institutions européennes ne sont pas prêtes au choc massif que ça va provoquer, en particulier guerre commerciale, mais aussi sur la défense et aussi, bien entendu, sur notre soutien à l'Ukraine. Deuxième cas de figure, Madame Harris. Mais si Madame Harris est élue, je tiens à le dire, il n'y aura pas un très grand changement par rapport, encore une fois, à la question que vous me posez, notamment sur la souveraineté. Elle s'inscrit complètement dans les pas de M. Biden, qui lui-même s'inscrivait dans les pas de M. Trump, qui lui-même s'inscrivait dans les pas de M. Obama. Donc, ce sera... Et le troisième point, pour terminer. Eh bien, le troisième point, c'est un point où on va être quasiment à égalité et où on risque d'avoir pendant des semaines, je ne dis pas des jours, des semaines, peut-être même des mois, une crise institutionnelle aux États-Unis qui risque d'avoir un blocage. Et là, encore une fois, l'Europe, me semble-t-il, n'est pas préparée dans sa structure, dans sa structuration à répondre. Et pour ça, il faut évidemment avoir une autonomie stratégique. Je crains que celle-ci ne soit pas aujourd'hui réalisée. Voilà, on a encore quelques jours. C'est une urgence pour moi absolue. Merci beaucoup, Monsieur Breton, d'avoir été avec nous ce matin.